La lumière blafarde des néons découpait le couloir de l'hôpital en longues bandes froides où résonnaient les pas fatigués des infirmières de nuit. Il était presque 3 heures du matin lorsque Delphine Westpizer poussa cette porte blanche que les médecins refermaient toujours avec une prudence étrange, comme si chaque chambre des soins intensifs contenait un secret trop lourd pour le monde extérieur. Pendant quelques secondes, elle resta immobile. Devant elle, relié aux machines par une forêt de tubes transparents, un homme respirait avec difficulté. Son visage semblait plus maigre, presque effacé sous la fatigue des traitements. Pourtant, cet homme avait autrefois représenté quelque chose d'immense dans sa vie. Une protection, une direction, parfois même une raison d'avancer. Le silence autour du lit avait quelque chose d'irréel. On entendait seulement le souffle artificiel des appareils et le bourdonnement électrique des moniteurs cardiaques. À cet instant précis, toute la violence du temps lui apparut avec une clarté terrifiante. La célébrité ne protège de rien, ni du cancer, ni des regrets, ni de cette sensation atroce d'avoir laissé certaines choses mourir trop longtemps avant d'essayer de les sauver, bien avant les polémiques, avant les plateaux de télévision, avant que son visage n'envahisse les couvertures des magazines français. Delphine était encore une jeune femme discrète d'Alsace. Une fille simple, presque réservée, qui parlait doucement et riait sans chercher à attirer l'attention. À cette époque, sa vie ressemblait à celle de milliers d'autres jeunes femmes. Des repas entre amis, des promenades dans les rues calmes de sa région, des rêves modestes qui tenaient davantage du bonheur tranquille que de la gloire. Et dans cette vie existait déjà un homme, Jérôme. Pendant près de 10 ans, il fut son premier refuge. Celui qu'il avait connu avant le maquillage des studios, avant les interviews préparées, avant que son nom ne commence à circuler dans tout le pays. Ensemble, ils vivaient une histoire presque banale mais profondément sincère. Le genre d'amour qui se construit dans les habitudes minuscules, les cafés du dimanche matin, les longs trajets en voiture sans musique, les silences confortables qui n'ont pas besoin d'être remplis. Leurs proches imaginaient déjà la suite. Un mariage peut-être, une maison, des enfants, une vie simple loin des projecteurs, puis vint cette soirée de décembre qui transforma tout sans prévenir. Sous les lumières aveuglantes du concours Miss France, Delphine souriait encore comme une jeune femme qui ignore que sa vie est déjà en train de lui échapper. Lorsque la couronne fut déposée sur sa tête, la salle explosa sous les applaudissements. Les flashs crépitèrent aussitôt comme un orage. Des dizaines de journalistes se précipitèrent vers elle pendant qu'on répétait son nom dans les haut-parleurs. En quelques secondes, elle devenait un symbole national. Une image, une projection collective. Mais au milieu de cette euphorie, quelque chose d'invisible commençait déjà à se briser, car la célébrité possède une cruauté silencieuse. Elle ne détruit pas immédiatement, elle éloigne lentement. Elle transforme les priorités sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Très vite, Paris remplaça l'Alsace. Les interviews succédèrent aux soirées tranquilles, les dîners anonymes disparurent derrière les événements mondains où chacun voulait désormais une photo, une apparition, un sourire. Son téléphone ne cessait plus de vibrer. Marques, producteurs, photographes, animateurs, tout le monde réclamait une part de cette nouvelle reine de beauté. Et pendant ce temps, Jérôme restait taquet, regardant partir celle qu'il aimait vers un monde auquel il n'appartenait plus vraiment. Au début, ils tentèrent de résister, ils se persuadaient que rien ne changerait, mais certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres. Plus Delphine découvrait les coulisses de la célébrité, plus un fossé invisible se creusait entre eux. Lui avait l'impression de perdre peu à peu la femme qu'il connaissait depuis toujours. Elle, de son côté, commençait déjà à sentir une fatigue intérieure impossible à expliquer. Un soir, après une dispute devenue soudain trop lourde pour être réparée, elle aurait murmuré cette phrase à voix basse. « Je ne sais plus si je vis ma vie ou celle que la France attend de moi. » Et peut-être que le véritable prix d'une couronne se cache exactement là. Pas dans les critiques, pas dans la pression médiatique, mais dans le sacrifice discret des êtres qu'on aimait avant que le monde entier ne réclame une place dans votre existence. La rupture arriva sans cri, presque sans bruit.
Deux personnes assises face à face, comprenant simplement qu'elles ne vivaient déjà plus dans le même univers. Delphine venait de conquérir le pays entier, mais elle venait aussi de perdre le premier homme qui avait aimé la version la plus authentique d'elle-même. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette douleur n'était qu'un commencement, car certaines rencontres surviennent précisément lorsque l'on est le plus fragile. Et ce sont souvent celles-là qui bouleversent une vie entière. Partie 2. Quelques mois après son sacre, Delphine Westpizer commença à ressentir une étrange sensation de vertige. Paris lui offrait tout ce qu'elle avait autrefois rêvé d'atteindre. La reconnaissance, les contrats, les studios de télévision, les invitations privées où se croisaient célébrités et producteurs influents. Pourtant, plus son visage devenait familier pour les Français, plus elle avait l'impression de disparaître derrière son propre personnage. Les journées défilaient dans un brouillard de maquillage, de chauffeurs, de séances photos et de phrases répétées 100 fois devant les journalistes. Le soir, lorsqu'elle rentrait seule dans son appartement silencieux, elle retirait lentement ses bijoux devant le miroir sans toujours reconnaître la femme qui lui faisait face. Alors, régulièrement, presque instinctivement, elle quittait Paris pour retourner en Alsace. Officiellement, elle venait voir sa famille. En réalité, elle cherchait surtout à retrouver un peu d'air, à retrouver celle qu'elle était avant que la célébrité ne transforme chaque geste en spectacle. C'est au cours de l'une de ses escapades qu'elle poussa la porte d'un établissement de nuit très connu de la région. La musique vibrait si fort qu'elle faisait trembler les verres posés sur le comptoir, des lumières rouges et bleues traversaient la fumée artificielle pendant que les conversations se mélangeaient dans un chaos presque étouffant. Delphine, pourtant habituée au regard depuis son couronnement, semblait ce soir-là étrangement absente. Puis, au milieu de cette agitation, un homme l'observa sans empressement, sans excitation visible, sans cette fascination excessive qu'elle lisait désormais dans les yeux de presque tout le monde. Cet homme s'appelait Roger Erhardt. Il avait 50 ans. Il ne ressemblait en rien aux jeunes prétendants qui gravitaient habituellement autour des nouvelles célébrités françaises. Chez lui, tout semblait plus calme, plus dense aussi, une manière de parler lentement, de laisser les silences exister, comme s'il voyait immédiatement derrière le sourire médiatique la fatigue profonde qu'elle tentait encore de cacher. Et c'est précisément ce qui troubla Delphine. Leur première conversation n'avait rien de spectaculaire. Ils parlèrent longtemps, presque à l'écart du bruit, tandis que la nuit avançait derrière les vitres couvertes de condensation. Avec Roger, elle ne parlait plus de télévision, de robe ou de séances photos. Elle parlait de peur, de solitude, de cette sensation étrange d'avoir tout gagné trop vite sans savoir ce qu'elle avait réellement perdu en chemin. Roger écoutait davantage qu'il ne parlait. Il ne cherchait pas à impressionner. Il semblait comprendre instinctivement ce que la célébrité commençait déjà à lui coûter intérieurement. Et très vite, cette compréhension devint une forme de refuge. Lorsque leur relation commença à apparaître publiquement, la réaction fut immédiate et brutale. 26 années les séparaient. Pour une partie du public, cette différence d'âge devint aussitôt un scandale national. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec une violence que Delphine n'avait encore jamais connue. Certains parlaient d'un caprice de star, d'autres accusaient Roger de manipuler une jeune femme fragilisée par la célébrité. Les émissions de télévision ironisaient sur leur couple avec cette cruauté presque banale propre au plateau français. Chaque apparition ensemble devenait un sujet de débat. Chaque photo déclenchait une avalanche de commentaires humiliants. Mais plus les critiques devenaient violentes, plus Delphine semblait s'accrocher à lui avec une intensité nouvelle. Comme si défendre Roger revenait aussi à défendre sa propre liberté de choisir sa vie. Car derrière les polémiques, Roger occupait peu à peu une place immense dans son existence. Là où les médias transformaient Delphine en personnage public, lui donnait encore le sentiment d'être simplement une femme normale. Avec lui, elle pouvait enlever le masque, respirer, exister autrement que comme une image nationale figée dans les attentes du public. Mais cette protection avait progressivement quelque chose de plus complexe. Roger connaissait parfaitement les mécanismes du pouvoir médiatique.
Il comprenait les journalistes, les producteurs, les codes invisibles de la télévision française. Naturellement, il commença à la conseiller sur ses fréquentations, ses interviews, ses choix professionnels. Au début, cela ressemblait à une aide précieuse. Puis lentement, presque imperceptiblement, il devint indispensable. Autour d'eux, certains proches commencèrent à s'inquiéter. Comment une femme aussi jeune pouvait-elle construire sa vie avec un homme qui possédait déjà tant d'expérience, tant d'influence sur elle ? Mais Delphine refusait d'écouter ces avertissements. Plus le monde attaquait leur relation, plus elle se repliait vers Roger comme vers une forteresse intime. Pendant plusieurs années, leur couple donna même l'impression d'être indestructible. Ils apparaissaient ensemble sur les tapis rouges avec cette élégance calme des couples qui semblent avoir survécu à toutes les critiques. Pourtant, derrière les sourires soigneusement photographiés, une mécanique plus silencieuse s'installait déjà, car Roger n'allait pas seulement devenir l'homme qu'elle aimait, il allait devenir celui qui façonnerait profondément la femme qu'elle était en train de devenir. Entre 2015 et 2022, l'ascension de Delphine Westpizer fut spectaculaire. À la télévision, elle apprit rapidement à maîtriser cet univers impitoyable où chaque phrase peut construire ou détruire une carrière. Dans Fort Boyard, sous les traits de blanche puis de rouge, elle imposa une présence plus mystérieuse, presque théâtrale. Plus tard, sur les plateaux de Touche pas à mon poste, elle découvrit un terrain bien plus dangereux encore, où il ne suffisait plus d'être belle ou populaire. Il fallait savoir répondre, provoquer, exister face au chaos permanent des débats télévisés. Et elle apprit vite, peut-être trop vite. Car derrière cette évolution spectaculaire, une question commençait déjà à la hanter dans le silence des nuits sans sommeil. Qui serait-elle réellement sans Roger ? Partie 3. Au fil des années, la relation entre Delphine Westpizer et Roger Erhardt avait fini par prendre une forme étrange, presque impossible à définir clairement. De l'extérieur, il semblait soudé contre le monde entier, lui apparaissait comme l'homme calme, protecteur, solide. Elle, comme cette ancienne Miss France devenue progressivement une personnalité incontournable du paysage médiatique français. Mais dans l'intimité, quelque chose se modifiait lentement avec cette discrétion dangereuse propre aux relations fusionnelles. Roger n'était plus seulement son compagnon, il était devenu son conseiller permanent, son filtre face au monde, celui qui analysait chaque interview, chaque prise de parole, chaque rencontre. Pendant longtemps, Delphine avait trouvé du réconfort dans cette présence. Après tout, il avait été là lorsque tout vacillait autour d'elle. Il l'avait aidée à survivre à la violence médiatique, à comprendre les règles invisibles d'un univers qui dévore souvent les plus fragiles. Pourtant, ce qui protège peut parfois finir par enfermer. À mesure qu'elle approchait de la trentaine, une fatigue plus profonde commença à s'installer en elle. Ce n'était pas encore du malheur, plutôt une sensation diffuse d'étouffement, comme si chaque décision importante dans sa vie devait toujours passer à travers le regard de quelqu'un d'autre. Les conseils de Roger, autrefois rassurants, commencèrent peu à peu à lui peser. Certaines remarques qu'elle acceptait naturellement auparavant devenaient désormais des tensions silencieuses. Chaque protection ressemblait un peu plus à un contrôle. Et dans les rares moments où elle se retrouvait seule, loin des plateaux et des obligations médiatiques, une pensée revenait avec insistance. Avait-elle encore une existence qui lui appartenait vraiment ? À l'écran, personne ne voyait encore les fissures. Leur couple continuait d'afficher cette image élégante et presque invincible qui fascinait autant qu'elle dérangeait. Il souriait devant les photographes, répondait calmement aux critiques, semblant ignorer les commentaires cruels sur leurs différences d'âge. Pourtant, derrière les portes fermées, une guerre beaucoup plus discrète avait déjà commencé. Delphine voulait respirer seule, faire ses propres erreurs, découvrir qui elle pouvait devenir sans la présence constante de cet homme qui avait tant influencé sa construction personnelle. Mais comment s'émanciper d'une personne qui vous a aidé à devenir celle que vous êtes ? La question la poursuivait partout, puis vint cette année 2022. Une année lourde, épuisante, traversée de doutes interminables et de conversations qui tournaient souvent en rond jusqu'au milieu de la nuit. Leur relation n'explosait pas dans des scènes spectaculaires. Au contraire, tout semblait se défaire lentement dans les silences, dans les regards fatigués, dans cette impression que deux êtres pourtant profondément attachés l'un à l'autre ne parvenaient plus à avancer au même rythme.
Un soir, après des semaines d'hésitation, Delphine prit finalement une décision que personne autour d'eux n'imaginait réellement possible. Elle quitta Roger. L'annonce publique fut d'une sobriété presque brutale. Quelques mots seulement publiés sur les réseaux sociaux. Et merci pour tout. 3 mots, froids en apparence, mais derrière cette phrase minuscule, c'était une vie entière qui s'effondrait, une décennie de souvenirs, de combats communs, de dépendance émotionnelle et de protection mutuelle qui disparaissaient soudain sous les yeux du public. Beaucoup y virent une libération. Certains médias parlèrent même d'un nouveau départ nécessaire pour l'ancienne Miss France. Pendant quelques semaines, Delphine elle-même tenta d'y croire. Elle affichait un sourire plus assuré, une indépendance nouvelle, comme si elle cherchait à convaincre le monde, et peut-être surtout elle-même, qu'elle pouvait enfin exister sans Roger. Mais la liberté possède parfois un goût vertigineux. Lorsqu'on a vécu trop longtemps sous l'aile de quelqu'un, très vite quelque chose changea chez elle. Sur les plateaux de télévision, son regard devint plus dur, son ton plus direct. La femme souriante et consensuelle que le public connaissait semblait progressivement laisser place à une personnalité plus imprévisible, presque combative. Dans Touche pas à mon poste, elle ne se contentait plus d'être une ancienne reine de beauté élégante et discrète. Elle prenait position. Elle répondait frontalement. Elle semblait vouloir prouver qu'elle pouvait penser seule, parler seule, affronter seule les conséquences de ses paroles. Puis arriva la période la plus explosive. La crise sanitaire avait profondément divisé le pays et la moindre prise de position publique devenait immédiatement un champ de bataille médiatique. Lorsque Delphine exprima ses réserves sur certaines campagnes de vaccination concernant les enfants, les réactions furent immédiates. Les réseaux sociaux se transformèrent en tribunal permanent. Les critiques devinrent féroces. Certains téléspectateurs affirmaient ne plus reconnaître celle qu'ils avaient admirée autrefois. Mais le véritable séisme éclata lorsqu'elle évoqua publiquement Marine Le Pen et Jordan Bardella avec des mots jugés beaucoup trop favorables par une partie des médias français. À cet instant précis, l'ancienne Miss France bascula dans une catégorie redoutable, celle des personnalités clivantes. Les articles agressifs se multiplièrent. Les chroniques humiliantes aussi. Chaque intervention de Delphine devenait un prétexte à polémique nationale, et cette fois, Roger n'était plus là pour tempérer les incendies. Seule face à la violence médiatique, elle réagissait souvent avec impulsivité. Plus elle se sentait attaquée, plus elle se raidissait, comme si reconnaître la moindre erreur aurait signifié admettre qu'elle avait peut-être perdu quelque chose d'essentiel en quittant l'homme qui l'avait protégée pendant toutes ces années. Les invitations commencèrent discrètement à se raréfier. Certaines collaborations disparurent sans explication. Sur Internet, les insultes devinrent quotidiennes. Et le soir, après les lumières des studios et les débats bruyants, Delphine retrouvait souvent un appartement silencieux où l'attendait une vérité de plus en plus difficile à fuir. Être libre signifiait désormais être seul face au chaos. Partie 4. L'année 2024 s'installa dans la vie de Delphine Westpizer comme une période étrange, suspendue entre l'épuisement et la fuite en avant. Officiellement, elle continuait d'avancer, elle apparaissait encore à la télévision, donnait des interviews, publiait des photographies souriantes sur les réseaux sociaux comme toutes les personnalités publiques apprennent à le faire lorsqu'elles veulent convaincre le monde que tout va bien. Mais derrière cette mécanique parfaitement maîtrisée, quelque chose semblait déjà vidé en elle. Ceux qui la croisaient hors caméra parlaient parfois d'un regard plus absent, d'une fatigue qu'aucun maquillage ne parvenait vraiment à cacher. Comme si les années de polémique, de tension médiatique et de solitude avaient lentement usé quelque chose de fondamental dans sa manière d'exister. Durant l'été, quelques magazines publièrent des clichés volés où on l'apercevait avec un homme dont le visage restait volontairement caché. Immédiatement, les spéculations commencèrent. Nouveau compagnon, nouvelle histoire, nouveau départ après Roger. Les commentaires envahirent Internet avec cette curiosité fébrile que la France entretient depuis toujours envers les destins de ses anciennes reines de beauté. Pourtant, cette relation disparut presque aussi vite qu'elle était apparue. Aucun grand récit amoureux, aucun scandale, seulement un silence progressif. Et au fond, ceux qui observaient attentivement Delphine comprenaient déjà qu'une partie d'elle semblait toujours bloquée ailleurs dans cette ancienne vie qu'elle avait voulu quitter mais qu'elle n'avait jamais réellement réussi à abandonner intérieurement. Puis arriva ce jour d'août 2025,
Un après-midi lourd, écrasé par la chaleur de fin d'été, son téléphone sonna alors qu'elle se trouvait seule. Plus tard, elle dira probablement qu'elle avait immédiatement senti quelque chose d'anormal dans la voix qu'elle entendit au bout du fil. Certaines nouvelles se traversent le corps avant même que les mots soient terminés. Roger venait d'être hospitalisé. Les médecins avaient diagnostiqué un cancer agressif de l'oropharynx lié au papillomavirus, une forme particulièrement violente. L'état était grave, très grave. Pendant quelques secondes, Delphine resta incapable de parler. Tout ce qu'elle avait tenté d'enfouir depuis leur séparation remonta d'un seul coup avec une brutalité presque physique. Les disputes, les silences, les reproches, mais surtout cette vérité qu'elle refusait d'admettre depuis des années. Malgré la rupture, Roger n'avait jamais réellement quitté sa vie intérieure. Certaines personnes continuent d'habiter votre cœur même lorsqu'elles ont disparu de votre quotidien. Et face à la possibilité de le perdre définitivement, tout le reste devenait soudain dérisoire. Le soir même, elle partit le rejoindre. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, le choc fut immédiat. Derrière les portes des soins intensifs, elle découvrit un homme qu'elle peinait presque à reconnaître. Roger, autrefois si rassurant, si solide, semblait soudain minuscule dans ce lit entouré de machines. Son visage était marqué par les traitements. Son corps avait déjà perdu cette présence calme et puissante qui avait tant compté dans sa vie. Dans la chambre, le silence avait quelque chose de clinique et de terriblement humain à la fois. Même les médecins parlaient à voix basse, comme si la maladie imposait sa propre gravité à tout ce qui l'entourait. À cet instant précis, toutes les polémiques qui avaient détruit une partie de sa vie publique cessèrent brutalement d'exister. Les débats politiques, les scandales médiatiques, les insultes quotidiennes sur Internet, tout cela paraissait soudain grotesque face à un homme qui luttait simplement pour continuer à respirer. Quelques jours plus tard, les médecins décidèrent de plonger Roger dans un coma artificiel afin de supporter la violence des traitements. Les discussions dans les couloirs devenaient plus prudentes. Certains évoquaient déjà une période décisive. Une période où le corps peut basculer d'un côté comme de l'autre sans prévenir. Mais Delphine refusa de partir. Chaque matin, elle revenait avant même le lever du soleil. Les infirmières voient finir par reconnaître le bruit discret de ses pas dans le couloir. Elle passait parfois 10 heures assise près de lui sans presque bouger. Elle lui parlait doucement, comme si sa voix pouvait encore traverser le silence épais du coma. Elle évoquait l'Alsace, les débuts de leur histoire, les voyages, les disputes absurdes qu'ils avaient fini par oublier. Certaines nuits, elle se contentait simplement de lui tenir la main pendant des heures et peu à peu, quelque chose se transforma en elle. La personnalité médiatique disparut. L'ancienne Miss France disparut aussi. Il ne restait plus qu'une femme épuisée, profondément amoureuse, qu'un homme confronté à la peur réelle de perdre celui qui avait façonné une immense partie de sa vie adulte. Dans les couloirs de l'hôpital, certains membres du personnel commencèrent à observer cette présence quotidienne avec émotion. Delphine ne cherchait plus à contrôler son image. Elle apparaissait les cheveux attachés à la hâte, les yeux rougis par le manque de sommeil, le visage vidé par l'angoisse. Et paradoxalement, c'est peut-être à ce moment-là que le public recommença à la voir comme profondément humaine. Car il existe parfois une cruauté étrange dans les destins médiatiques. Il faut frôler la perte absolue pour retrouver ce qui comptait réellement depuis le début. Face à la maladie, la célébrité ne protège plus personne. Les couronnes, les audiences, les scandales, les idéologies politiques, tout cela finit par s'effondrer dans la même insignifiance silencieuse. Il ne reste plus qu'un être humain assis près d'un autre être humain, espérant simplement entendre à nouveau sa respiration devenir stable. Partie 5. Pendant plusieurs semaines, l'hôpital devint l'unique réalité de Delphine Westpizer. Les journées perdaient toute logique. Le temps n'existait plus comme avant. Il se réduisait au bruit régulier des machines médicales, au pas pressé des infirmiers dans les couloirs et au regard prudent des médecins qui évitaient souvent les promesses trop optimistes. Certaines nuits semblaient interminable. Assise dans ce fauteuil inconfortable près du lit de Roger, Delphine observait parfois les premières lueurs du matin apparaître derrière les fenêtres sans avoir fermé les yeux une seule minute. Dans cet espace suspendu entre la vie et la mort, elle comprenait lentement quelque chose que des années de célébrité ne lui avaient jamais appris. Lorsqu'on aime réellement quelqu'un, le reste du monde finit par devenir du bruit.
Puis, au début de l'année 2026, contre toute attente, quelque chose changea. Ce ne fut pas un miracle spectaculaire comme dans les films, pas de musique bouleversante, pas de scène dramatique, seulement un souffle légèrement plus calme, un mouvement presque imperceptible des doigts, puis les yeux de Roger qui s'ouvrirent mais lentement après des semaines d'obscurité. Pendant quelques secondes, il sembla perdu, incapable de comprendre où il se trouvait réellement. Et au milieu de cette lumière froide d'hôpital, son regard finit par retrouver celui de Delphine. Aucun mot ne fut prononcé immédiatement. Il n'y avait d'ailleurs rien à dire. Tout passait dans ce silence fragile entre deux êtres qui venaient de frôler quelque chose d'irréversible. Mais l'homme qui revenait à la vie n'était plus tout à fait celui qu'elle avait connu autrefois. La maladie avait laissé des traces profondes. Roger parlait difficilement. Son corps affaibli ne répondait plus avec la même facilité. Chaque mouvement demandait désormais un effort immense. Lui qui avait longtemps représenté une forme de stabilité et de protection devenait soudain vulnérable à son tour, et pour la première fois depuis le début de leur histoire, les rôles s'inversèrent complètement. Autrefois, Roger avait guidé Delphine dans les coulisses brutales de la célébrité française. Désormais, c'était elle qui l'aidait à réapprendre les gestes les plus simples, marcher lentement dans les couloirs, supporter les traitements, traverser les longues nuits d'angoisse où la peur d'une rechute revenait brutalement sans prévenir. Cette épreuve transforma leur relation d'une manière presque impossible à expliquer. Tout ce qui avait autrefois créé des tensions entre eux, le contrôle, la dépendance émotionnelle, les blessures du passé, semblaient avoir perdu son importance face à la conscience brutale de la fragilité humaine. Loin des plateaux de télévision et des débats politiques, ils décidèrent alors de disparaître pendant quelque temps, direction le Mexique, puis la République dominicaine. Sous la lumière écrasante des Caraïbes, ils tentèrent de reconstruire ce que les années, les polémiques et la maladie avaient presque détruit. Les rares images qui circulèrent saintes à cette période montraient une Delphine différente. Plus calme, plus lente aussi, comme si la proximité de la mort avait balayé une grande partie du vacarme intérieur qu'il habitait depuis son sacre de Miss France. Elle ne cherchait plus à convaincre les médias, ne cherchait plus non plus à provoquer ou à répondre à chaque attaque. Quelque chose s'était apaisé en elle, peut-être parce qu'après avoir vu l'homme qu'elle aimait suspendu entre la vie et la mort, les polémiques françaises lui semblaient désormais dérisoires. Puis vint cette confidence inattendue qui relança immédiatement les débats dans tout le pays. À 34 ans, Delphine évoqua publiquement la possibilité d'avoir un enfant avec Roger. Et une fois encore, la France se divisa. Certains y virent une preuve magnifique d'espoir après l'épreuve. D'autres parlèrent maintes d'inconscience, rappelant l'âge de Roger et la violence de sa maladie récente. Les débats reprirent aussitôt sur les plateaux et les réseaux sociaux, comme si le pays refusait de laisser ce couple exister loin du jugement permanent. Mais cette fois, quelque chose avait changé chez elle. Delphine ne semblait plus chercher l'approbation de qui que ce soit, car pour elle, cet enfant représentait bien davantage qu'un simple projet de famille. Ce serait une revanche sur la peur, une manière de répondre à la mort par la vie. La preuve que leur histoire avait survécu à tout, aux critiques, aux humiliations publiques, aux séparations, au temps et même au cancer. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde Delphine Westpizer, on ne voit plus seulement une ancienne reine de beauté devenue personnalité télévisée, on voit une femme qui a traversé certaines des tempêtes les plus violentes qu'une vie puisse imposer, une femme qui a compris, peut-être plus tôt que beaucoup d'autres, une vérité profondément inconfortable. Tout peut disparaître en quelques secondes. La gloire finit toujours par s'effacer, les foules oublient, les scandales passent, même la beauté change avec le temps, mais la personne qui reste près de vous lorsque tout s'écroule, voilà peut-être ce qu'on appelle réellement l'amour. Et dans le silence laissé après cette histoire, mais une question demeure presque naturellement. L'amour peut-il réellement survivre au temps, à la maladie, aux blessures et aux erreurs humaines? Ou bien certaines histoires ne deviennent-elles éternelles qu'au moment précis où elles risquent de disparaître pour toujours?